Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Droit de réponse, votre rendez-vous hebdomadaire dont la démarche méthodologique consiste à questionner le traitement de l'actualité par la presse avant de susciter le débat dans le fond. Et cette semaine, de la floraison des nouvelles qui ont retenu l'attention de la presse, trois questions ont retenu notre attention. D'abord, l'avenir de Iya Mohamed, désormais sans passeport, les paroles de François Bozizé et bien sûr le pont sur le Vouri, devenu un véritable lieu de drame. La presse s'est montrée dithyrambique cette semaine au sujet de l'actuel directeur général de la Sceaux des Cotons. Iya Mohamed est désormais sans passeport. Ce document de voyage lui a été retiré à l'aéroport international de Douala alors qu'il s'apprêtait à sortir du pays. Il se rendait en France. Selon certaines sources, le patron de la Sceaux des Cotons a donc dû rebrousser chemin pour son Garoua natal où il attend la suite. La suite qui sera donnée au rapport du Conseil de discipline budgétaire et financière qui, il faut le rappeler, permettait d'ailleurs le pléonasme, a rendu public un rapport il y a peu et bien sûr qui épingle Iya Mohamed d'une vingtaine de fautes de gestion et d'un débit autour de 20 milliards de francs, de 9 milliards de francs CFA. Ce qui impressionne dans cette affaire, c'est surtout le contexte, puisque son passeport lui a été retiré au lendemain d'un veto, un veto brandi par le patron des sports et l'éducation physique au Cameroun, qui interdit le processus de renouvellement des organes dirigeants de la Fédération camerounaise de football. La presse s'est donc interrogée, peut-être à juste titre, si ce n'est pas le début de la fin pour Iya Mohamed, à la fois président de la Fédération camerounaise de football et par ailleurs directeur général de la Sceaux des Cotons. Droit de réponse ouvre cette boîte à Pandore et analyse cette actualité vue par nos confrères. Des confrères qui ne sont pas restés muets au sujet de la sortie de François Bozizé, l'ancien président centrafricain, mieux, le président déchu de la République centrafricaine a parlé cette semaine. Il accuse le Tchad d'être à l'origine de ces malheurs, alors qu'en Afrique du Sud, la presse sud-africaine place Jacob Zuma sur de braises plutôt ardentes et critique d'ailleurs son implication dans la gestion de cette crise qui a coûté la vie à plusieurs hommes en tenue sud-africains. N'Djamena, qui a accueilli ce sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique centrale, a débouché, un sommet qui a débouché sur la mise en place d'un conseil de transition qui aura entre autres à charge de désigner le nouveau président de la République centrafricaine. Et si ce sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique centrale visait simplement à légitimer Michel Djoudjodia? C'est l'une des questions qui vont retenir notre attention et nous sortirons dans cette édition en évoquant la question du pont sur le Vouri qui semble devenir un véritable lieu de drame. Un véhicule jaune qui s'est retrouvé dans les profondeurs des eaux du Vouri a été péniblement retiré. Après 24 heures, il a fallu d'ailleurs l'intervention des éléments de la marine nationale partis de la région voisine, précisément à Limbé, dans la région du sud-ouest. Alors, ce véhicule a été retiré sous un pont qui a pris de l'âge, avec ses ouvertures de part et d'autre, avec des garde-fous qui ont sauté depuis des mois et qui ne semblent véritablement retenir l'attention de personne. Voilà les sujets qui vont retenir notre attention, qui vont meubler le débat tout au long de cette édition, dont j'aurai l'occasion de vous présenter le panel dans un tout petit instant. Le temps pour nous de déployer le regard que la presse a porté sur ces pans d'actualité avec Sandrine Yamga. Avec nous sur ce plateau, Sandrine, bonjour. Bonjour, Rigouan. Et bienvenue dans le club Droit de réponse. Merci. Merci de m'accueillir également ici. Très bien. Alors, vous allez signer la revue de la presse pour cette édition, l'actualité telle que vue par nos confrères. Eh bien, l'actualité sur Iya Mohamed a occupé les bonnes feuilles de la presse cette semaine. Lundi 1er avril, en servant un poisson d'avril à ses lecteurs sur la tenue d'un conseil d'administration extraordinaire de la Sceaux de Coton, le quotidien L'Actu leur propose de savoir ce qu'on reproche à Iya Mohamed: dissimulation de recettes, perception d'avantages indus, dépenses sans avis du conseil d'administration pour des rénovations de stades de football, des engagements de fonds de la Sceaux de Coton au profit d'une
associations sportives sont quelques-unes des violations de Iya Mohamed que le journal présente, aussi comme président de la FECAFOOT, président de la Confédération des producteurs de coton en Afrique et président d'honneur de Coton Sport de Garoua. Le Septentrion, quant à lui, apporte des détails sur les 9 milliards de francs CFA imputés à Iya Mohamed par le Conseil supérieur de l'État. Le Septentrion qui note également que la décision rendue par cette instance survient à moins de 2 mois de l'élection d'un nouveau président à la Fédération camerounaise de football. Et toujours selon le Septentrion, l'actuel président de la FECAFOOT pourrait être débarqué avec une instrumentalisation de l'opération Épervier, notamment à travers sa déchéance de 7 ans qui ne fait qu'ouvrir un long et difficile feuilleton politico-judiciaire. La Nouvelle Expression a saisi l'occasion d'une rencontre de football pour avoir la réaction de Iya Mohamed après avoir été reconnu coupable de 20 fautes de gestion à la Sodecoton. Iya Mohamed a simplement affirmé qu'il remet son destin entre les mains de Dieu. Lui qui a été reconforté à son domicile par ses amis et ses connaissances du côté de Garoua. Iya Mohamed dans la tourmente puisqu'il s'agit de lui est sanctionné, affirme le quotidien Mutation dans sa parution de la même journée. Le journal qui présente également Iya Mohamed présente également les 20 fautes de gestion qui ont été, dont ont été imputées Iya Mohamed, qui est donc directeur général de la Sodecoton depuis 29 ans. Et Mutation fait remarquer que Iya Mohamed est à la tête de la Sodecoton et ce en violation de la loi qui dispose que le mandat des directeurs généraux des sociétés d'État est de 3 ans renouvelable 2 fois. La Nouvelle Expression s'est aussitôt demandé ce qui attend Iya Mohamed et le journal a commencé à supputer sur la succession de Iya Mohamed à la tête de la Fédération camerounaise de football, alors que dans les mêmes colonnes, un juriste affirme que la sanction de Iya Mohamed ne peut pas s'étendre à la FECAFOOT. Mutation nous apprend d'ailleurs que Iya Mohamed a été refoulé à l'aéroport international de Douala. Deuxième pan de l'actualité de Iya Mohamed cette semaine, et ce dans sa livraison de jeudi. L'on apprend que le passeport du directeur général de la Sodecoton lui a été retiré, comme lui-même raconte dans les colonnes de la Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui annonce aussi que le fils du patron de la FECAFOOT a été traqué par la police dans la localité d'Ayos. Autant de situations qui font dire à repère que Iya Mohamed est disqualifié de la FECAFOOT, notamment avec l'application de l'article 35 de l'instance fêtière du football. L'autre sujet à débattre et qui a d'ailleurs occupé les colonnes de l'actualité cette semaine, c'est celui du jeune cinéaste qui a été retrouvé à Mendon, au quartier Mendon, dans la ville de Yaoundé. Le quotidien La Nouvelle Expression a fait savoir qu'un déploiement sécuritaire important est observé à l'hôpital de la Caisse, où Richard Djimeli est admis sous soins après sa découverte dans une broussaille. Le Messager déclare quant à lui que le film 139, Les Derniers Prédateurs, fait peur et pouvoir et évoque d'ailleurs la difficulté de l'investigation journalistique dans les pays dictatoriaux. Mutation affirme que Richard Djimeli a été retrouvé et nous apprend que le jeune réalisateur a été enlevé dans la nuit du 23 mars à 23 h par 6 hommes armés et jusqu'ici non identifiés. Eh bien, au sujet du taxi qui s'est noyé dans les eaux du Vouri dimanche dernier, La Nouvelle Expression fait savoir que ce taxi avait à son bord 6 personnes qui n'ont pas pu être identifiées. La Nouvelle Expression pense que ce seraient des Bayam Selam qui revenaient de leur ravitaillement au marché Sandaga, juste à côté. La Nouvelle Expression évoque le retard des secours et l'état du pont sur le Vouri pour justifier cet accident. Le Messager, après avoir fait savoir que 6 personnes étaient dans les eaux du Vouri, annonce que 2 corps ont été extraits du Vouri. Il s'agit des restes de conducteurs de taxi tombés dans le fleuve, ainsi qu'un autre corps en état de décomposition qui serait tombé dans le Vouri plusieurs semaines plus tôt, qui est sorti des eaux en même temps que ce taxi et sont sous le regard du préfet du département du Vouri, Nassiri Beya. Et terminons bien évidemment par l'actualité au sujet de la crise centrafricaine qui était également au menu de l'actualité cette semaine dans les journaux, surtout que François Bozizé a rompu le silence depuis l'hôtel Hinton de Yaoundé. Le président déchu de la Centrafrique a exigé le retour à l'ordre constitutionnel dans son pays, a noté le quotidien Mutation. François Bozizé a condamné les décisions prises à Bangui par le président
autoproclamé Michel Djotodia, il a appelé son parti, le KNK, au boycott du gouvernement national en Centrafrique, a fait savoir le quotidien Messager qui a publié d'ailleurs l'intégralité de la déclaration de François Bozizé. Et la nouvelle expression de dire que François Bozizé s'est trompé d'époque en oubliant qu'il y a exactement 10 ans, c'était le même coup qui se passait en République centrafricaine. Il venait alors de chasser au pouvoir Ange Félix Patassé, c'était en 2003. C'est donc tout ce que la presse a relevé cette semaine et que nous avons pu recueillir pour vous dans le cadre de droit de réponse. Merci à vous, Sandrine, et excellent dimanche. Merci. Alors, au plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une autre édition de la revue de la presse dans cette émission Droit de réponse. Alors, cet après-midi, nous serons accompagnés de Suzanne Kalalobé qui est avec nous sur ce plateau. Suzanne, bonjour. Bonjour Eric. Comment se porte le Conseil national de la communication? J'imagine que vous devez avoir de la graine à moudre. Beaucoup du grain à moudre. Oui. Beaucoup de travail, beaucoup d'incompréhension aussi, mais bon, c'est un combat. Beaucoup de, pas de malentendus, mais d'incompréhension. Beaucoup de débats, beaucoup de questionnements, mais c'est utile de me verser dans le débat public, un nouveau débat. Dois-je vous qualifier pour vous donner votre statut de journaliste, puisque des syndicalistes ont estimé que vous devrez perdre votre statut de journaliste du fait de votre appartenance au Conseil national de la communication. Je ne sais pas si c'est eux qui font la loi, mais rien ne m'interdit de continuer à exercer mon métier. Aucun texte. Tous les membres du Conseil national qui sont contraints de démissionner, ce sont ceux qui sont salariés et permanents, ce qui n'est pas mon cas, parce que le Conseil tient session tous les 3 mois. Donc, ce n'est pas mon cas. Bien. Je ne suis pas tenue de... Bienvenue sur ce plateau, Suzanne. Je rappelle que vous êtes éditorialiste par ailleurs. Coup de Tulène, bonsoir ou bonjour. Bonjour. Vous êtes homme politique. Bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Alors, Pauline Poincier, bonjour. Oui, bonjour Eric. Bonjour à Suzanne. Bonjour à notre ami le cinéaste et à tous les téléspectateurs. Alors, bienvenue sur ce plateau, Pauline Poincier. Vous êtes journaliste et vous travaillez pour le quotidien Le Jour. Maître Kengoum devra nous rejoindre aussi sur ce plateau dans un instant. Alors, je propose que le premier arrêt de cette émission soit la République centrafricaine, Suzanne, avec cette sortie du président centrafricain déchu, François Bozizé, qui s'est exprimé officiellement pour la première fois au Cameroun. Et la nouvelle a d'ailleurs fait la une des différents journaux cette semaine. François Bozizé qui s'est exprimé en territoire camerounais et dont il y a une polémique qui a jailli au sujet de sa posture, avait-il le droit de parler ou non. Mais avant d'y arriver, est-ce qu'à la lecture du compte rendu qu'a fait la presse cette semaine de cette sortie de François Bozizé, on est suffisamment édifié sur les circonstances de cette crise et même sur sa posture à l'égard du nouveau régime en place et même de la gestion de manière globale dans la sous-région Afrique centrale? Non, je pense que la crise centrafricaine a fait l'objet largement de beaucoup de médias. Donc ce n'est pas seulement la déclaration de Bozizé ou bien la façon dont elle peut être traitée par la presse qui va nous permettre d'être au courant. Pour une fois, jamais crise comme la crise malienne d'ailleurs n'a été, je ne dirais pas aussi bien couverte, mais aussi bien discutée, commentée. Maintenant, est-ce que tout ce que l'on entend rend compte véritablement de la profondeur de la crise, des causes? Ça, c'est discutable, parce que quand on regarde, il y a plusieurs thèses qui veulent expliquer la déréliction du régime centrafricain. Il y a la thèse qui est largement relayée, par exemple, par des médias comme France 24 et Radio France Internationale, et qui mettrait le Tchad plus ou moins au centre des manœuvres et de l'armement des rebelles. Il y a une thèse plus ou moins socio-marxiste qui prendrait racine à la manière dont le gouvernement centrafricain s'est constitué depuis la chute de Bokassa et au coup d'État permanent, qui expliquerait maintenant que celui qui a, comment on appelle ça, celui qui a tué par l'épée, c'est ça, périra par l'épée. Donc Bozizé n'a que ce qu'il mérite. Maintenant, ce qui manque, à mon avis, dans le traitement aujourd'hui, ce sont les incidences de la crise centrafricaine sur les pays voisins et sur la CEMAC. On ne dit rien de ce qui se passe peut-être au Congo, de comment les Camerounais réagissent, bref, de comment même les Tchadiens. Tout est polarisé sur la microstructure que représente le pouvoir de Bozizé et toute la technostructure qui l'entoure,
les alliés, les pas alliés, ainsi de suite. Donc, Très bien. Alors, la presse, pour moi, reste, comme d'habitude, un peu trop, je dirais, terre à terre, dans le traitement d'une information aussi capitale. ok. Alors, Pauline Poissier, vous êtes journaliste et le quotidien pour lequel vous travaillez n'est pas resté en marge du traitement de cette nouvelle. Alors, on était très attentifs et même très curieux de savoir ce que dirait François Bozizé sur les circonstances de cette crise et les circonstances même du départ, de son départ du pouvoir. Est-ce que, avec le traitement qui a été fait cette semaine et la communication que lui-même, le principal acteur en a fait, on est suffisamment édifié sur ce qui s'est réellement passé à Bangui? Moi, je pense déjà que je suis très mal placée pour parler à la place de Bozizé, pour lui donner des conseils, mais je pense que lorsque monsieur fuit son pays et ne vient pas demander asile au Cameroun comme réfugié parce qu'il a des problèmes, qu'il a été victime d'un coup d'État, lorsque ce monsieur vient par là en attendant de trouver un pays qui accepte de l'accueillir, il ferait mieux de se taire, il gagnerait beaucoup à se taire. Parce qu'en ce moment, lorsqu'il vient faire ses déclarations au Cameroun, espérons seulement qu'il n'y aura aucune implication. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression en extérieur. Déjà, on a commencé à kidnapper les policiers camerounais à la frontière et tout. Est-ce que ça veut dire... c'était bien avant la sortie de François Oui, Bozizé. oui, mais c'est quand il y avait la crise. Quand il y avait la crise, on est venu kidnapper un policier camerounais. Et après la crise, il y a eu des rebelles qui ont investi un village, juste quand ils ont su que Bozizé était au Cameroun. Donc je dis, quand il commence à parler, il valait mieux, à mon avis, qu'il quitte le Cameroun, qu'il trouve un pays dans lequel il va trouver asile définitivement. Et à partir de ce moment-là, s'organiser, discuter, expliquer à la communauté internationale. Parce que là, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que, somme toute, il s'est adressé à un journal. Il s'est adressé à 2 personnes qui ont demandé une audience, ont demandé à le rencontrer, et il s'est exprimé. Mais je dis, comme Suzanne l'a dit tout à l'heure, un adage dit qui tue par l'épée périra par l'épée. Moi, je ne suis pas très au fait des coups d'État. Nous, Dieu merci, Dieu nous en préserve. On n'en est pas là. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit dans le nirvana. Mais ce que je veux dire, c'est que ce monsieur qui donne des leçons de démocratie aujourd'hui aux rebelles qui l'ont enlevé, éjecté de son siège, c'est un monsieur qui oublie que lui-même, il y a 11 ans, était exactement à la même place où il est entré. Il a pris le pouvoir par les armes. Même s'il a pu instaurer une espèce de démocratie, on n'oublie quand même pas que ce n'est pas par la démocratie qu'il est arrivé au pouvoir. Alors, en ce moment-là, soyez le meilleur démocrate de la Terre, soyez le meilleur démocrate du monde. À partir du moment où vous n'avez pas pris le pouvoir de façon démocratique, vous ne pouvez pas dire que vous allez dormir tranquille. Alors, vous rejoignez un peu ce que semblait dire Suzanne tout à l'heure. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Mais Claude Tulène, vous avez suivi cette actualité, vous aussi. Et il faut noter que vous êtes cinéaste, mais faisons un peu de métaphores. Ce scénario où l'acte 2 de la destitution de François Bozizé, vous l'avez suivi avec attention, j'imagine. Alors, quelle est l'appréciation que vous en faites? Est-ce que vous êtes suffisamment édifié en tant que lecteur, en tant que consommateur de l'information sur les circonstances de cette crise? Vous voulez vraiment mon avis? Allez-y. Je suis éclairé. J'ai même honte d'appartenir à l'Afrique. Je suis éclairé après 50 ans d'indépendance que nous soyons encore à faire ce que Bozizé et son rival a fait, c'est-à-dire prendre le pouvoir par les armes. Monsieur Bozizé n'a que ce qu'il mérite, s'il faut le dire ainsi. Il faut également dire que monsieur Bozizé a loupé le coche, parce qu'en réalité, le bon sens aurait dicté qu'il se taise définitivement. Ça, c'est le bon sens. Aurait dicté qu'il se taise, qu'il ne parle même plus, qu'il oublie et qu'il parte. Parce qu'en réalité, c'est le même processus qui l'a conduit au pouvoir, quel que soit ceux qui tirent les ficelles, parce que ça se passe à un niveau tel que lui-même il ne maîtrise même pas les données, puisque ce sont les problèmes d'intérêt. Puisqu'on a vu des pays qui sont partis de chez eux, qui ont amené les soldats pour combattre
les Centrafricains sur le sol centrafricain, et qu'aujourd'hui, dans ce même pays-là, il y a des gens qui ne sont plus contents parce qu'il y a des soldats de ces pays qui ont été tués, qui sont comptés, on parle d'une dizaine, une vingtaine. Donc ça voudrait en réalité dire que ce que je n'ai pas beaucoup apprécié, c'est surtout qu'ils se permettent dans notre territoire de faire en sorte qu'ils créent une sorte d'animosité entre le peuple camerounais et le peuple centrafricain. Parce que ça donne l'impression que c'est une base de repli pour pouvoir reconquérir le pouvoir, n'est-ce pas? Et quand ils donnent cette forme de stratégie, même si elle n'est pas fondamentalement prouvée, mais vous savez, c'est facile de manipuler l'ignorance et la faiblesse des gens. Parce que quand ils parlent, étant au Cameroun, vous pensez que cette sortie de François Bozizé en territoire camerounais peut avoir une implication sur la nouvelle donne bilatérale entre le Cameroun et le nouveau régime en place? Mais écoutez, si vous pensez que M. Bozizé peut être considéré comme un chef de guerre, ça suppose donc qu'il a des partisans, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui n'attendent que des ordres, enfin des instructions, peut-être que des mots d'ordre. Et ces mots d'ordre peuvent partir du Cameroun et peut dire à ces gens... Il a même donné... Bien alors, ça suppose donc que ses partisans attendent qu'il parle, et il a parlé. Ok. Et quand il alors, parle, ça peut créer des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Très bien. Maître Kengoum, bonjour. Bonjour. Je le disais tantôt, vous nous avez rejoint sur ce plateau, vous êtes avocat, vous avez une expertise en droit international. Alors, sur la base des précédentes analyses, on est en droit de se demander si le fait pour François Bozizé de s'exprimer en territoire camerounais n'est pas, premièrement, une sorte de violation au principe de non-ingérence qui gouverne l'action diplomatique du Cameroun sur la scène internationale. Et en plus, est-ce que François Bozizé avait le droit de sa posture c'est vrai, les autorités diplomatiques camerounaises l'ont qualifié, on dit qu'il était en situation de transit humanitaire. Est-ce que cela lui confère le droit de s'exprimer en territoire camerounais? Bon, permettez-moi d'abord de dire que rien n'interdit, a priori, à M. Bozizé de s'exprimer au Cameroun sur quelque sujet que ce soit. Mais toutefois, en droit international et au regard de sa posture actuelle de président renversé et surtout d'un pays limitrophe voisin du Cameroun, il lui est formellement interdit, selon les usages internationaux, de s'exprimer par rapport à la situation qui prévaut en Centrafrique, son pays, dont il a ce qu'on appelle l'obligation de réserve. Il ne doit pas se prononcer sur la situation. C'est une interdiction. Mais seulement, Bozizé est un homme d'armée, c'est un militaire. Et lorsque vous examinez toutes les années passées à la tête de son pays, c'est pas un homme politique, c'est plus un homme de guerre, un homme militaire qu'un homme politique. Alors la gestion a été assez chaotique. Souvenez-vous déjà du traitement qu'il avait réservé aux représentants de l'organisation communautaire qui est la CEMAC, M. Antoine Simi. Il s'était permis de le faire sortir de force manu militari d'un avion. Ce sont des choses qui ne se font plus, qui sont inimaginables sur le plan des relations internationales. Il a pourtant fait. Souvenez-vous que c'est l'un de ses compatriotes, ancien Premier ministre, M. Delogele, qui a fait disparaître plus de 11 milliards des caisses de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Oui. Et ça a même coûté la place de quelques-uns de nos compatriotes, ils sont au nombre de 2, et qui n'ont jamais réintégré leur position jusqu'à ce jour, à cause toujours de Bozizé. Donc on peut multiplier des exemples comme ça jusqu'à l'infini pour dire que M. Bozizé, en tant qu'homme politique, est un homme maladroit. Certainement, le Cameroun l'a autorisé à aller faire son culte, il peut sortir, mais de s'être prononcé sur cette situation, cela lui est interdit. Mais le quotidien Mutation a semblé dire qu'il a bénéficié d'une autorisation de Paul Biya, pour le dire. Non, je me méfie des déclarations, je me méfie de telles déclarations parce que nous n'avons aucune preuve, il n'y a aucune preuve qui existe
La seule preuve pour moi, c'est lorsque le gouvernement camerounais fait une sortie par la voix de ses représentants légaux ou de ses envoyés. Tant qu'il n'y a pas un envoyé de l'État du Cameroun, le ministre des Relations extérieures, le ministre de la Communication ou un communiqué de M. le ministre et secrétaire général à la présidente de la République, on ne peut pas, a priori, prendre pour monnaie, considérer cela comme une affirmation vraie. Très bien. Suzanne? Oui, moi je ne voudrais pas qu'on s'enferme dans un réquisitoire contre Bozizé. C'est vrai que j'ai dit que celui qui a tué par l'épée périra par l'épée, mais ce que je voudrais, puisqu'en tant qu'Africains, nous sommes interpellés. En tant que citoyens de la CEMAC, nous sommes interpellés, et la crise centrafricaine, au-delà de Bozizé, nous pose un certain nombre de questions à l'Afrique et aux Africains que nous sommes, notamment les questions des alliances, les questions de la structuration de nos propres États, les questions des rapports qui existent maintenant entre les différents États et les différentes nations, et la question même du panafricanisme, c'est-à-dire et de la solidarité entre Africains quand quelque chose se passe. Parce que quand on regarde, j'entends sur cette table des choses, moi, qui me font frémir. Moi, je ne suis pas centrafricaine, mais je suis centrafricaine, c'est-à-dire de l'Afrique centrale. Donc, je ne me sens pas différente des gens qui habitent à Bangui, qui aujourd'hui vivent la situation qu'ils vivent. Ils sont nos voisins, ils sont comme nous. Et la question que moi, je me suis posée en lisant, c'est est-ce qu'en tant que centrafricains, journalistes, nous faisons suffisamment bien notre travail? Est-ce que nous permettons à ceux qui nous lisent de comprendre les enjeux pour voir ce qu'il y aurait lieu de faire? Est-ce qu'il suffit simplement, comme Tuilen, de dire qu'il est complètement écœuré par l'Afrique et on regarde les bras croisés et on porte un jugement? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose de plus à faire? Le plus à faire, c'est de reprendre les racines du mal et de voir dans les faits ce qui peut nous donner, comment on appelle ça, des indices sur ce que je pourrais appeler la fragilité actuelle des alliances au sein même de l'Afrique centrale. Moi, je vois deux choses aussi. L'Afrique du Sud qui a joué un rôle, qui veut jouer un rôle, Nous y reviendrons. pas seulement de gendarme, mais de régulateur, et le Tchad. Et le Tchad qui commence à avoir un certain nombre d'élans. Et dans un contexte où on sait qu'avec la crise du Soudan, il y a eu des rebelles disséminés partout, que l'Afrique n'a plus maintenant comment vous appelez ça, le soutien de la Libye. Donc il y a quelque chose qui est bouleversé, et la crise centrafricaine prouve la déréliction de cette situation. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, vous Bozizé, avez est-ce qu'il a le droit parlé de parler ou pas? Oui, il a le droit de parler. Mais vous avez Ça parlé me dérange pas. du contexte. Ça m'intéresse de voir effectivement le contexte, puisque dans le processus de décryptage de l'actualité internationale, il faut s'appuyer sur, il faut s'appuyer sur la dynamique et l'historicité. Alors, sur le contexte de cette actualité, il faut noter que la sortie de François Bozizé intervient quand même en prélude à l'ouverture du sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique centrale. Est-ce que c'était, n'est-ce pas là, une volonté manifeste pour le président déchu de passer un message à ses pairs de la sous-région? Ce qu'il disait tout à l'heure de Bozizé, que ce n'était pas un politicien, c'est vrai, mais c'est de bonne guerre. Pour lui, rien n'est encore joué. Pourquoi il pense que rien n'est joué? Parce que l'Union africaine condamne soi-disant les coups d'État. Il oublie qu'il est venu au pouvoir par un coup d'État. Il espère influencer, puisque, en toute logique, normalement, le sommet n'aurait pas dû. D'ailleurs, le sommet n'a pas accueilli, comment vous l'appelez, le nouveau... Michel Jojo, je ne sais pas comment il s'appelle. Jojo Dia, je n'arrive même pas à prononcer son nom. Donc Bozizé espère toujours, peut-être qu'il peut revenir aux affaires par la conciliation. Donc ça fait partie du jeu. Mais je ne pense pas véritablement que, encore une fois, que sa déclaration soit importante et joue quelque rôle que ce soit dans la suite ou dans les suites à venir. Aussi bien des rapports au niveau de la CEMAC que de manière générale, même sur la Centrafrique. Pour moi, Bozizé, de toute façon, il faut tourner la page. En ce qui le concerne, pour lui, je pense que comment on appelle ça, les jeux sont faits. Très bien. Ou les dés sont jetés. Oui. Contrairement à ce que vient de dire celle qui m'a précédé, la sortie de Bozizé est très importante, elle est significative, elle est même porteuse de messages. La rencontre de la CEMAC de Djamena, au cours de laquelle le président sud-africain Zuma, Zuma s'est déplacé. Le Cameroun n'a pas été représenté à un haut niveau à cette rencontre. C'était déjà un peu une curiosité qu'un conflit comme celui-là
puisse ne pas interpeller clairement notre pays. Cela veut dire que le Cameroun était bel et bien invité à ces assises. Le Cameroun n'y a pas été. Le Cameroun héberge le président Bozizé et M. Bozizé fait une sortie pour se prononcer par rapport à la situation. Cette sortie a plusieurs significations. Premièrement, il s'affirme comme étant toujours le président de la République centrafricaine. Deuxièmement, il met en défi tous ceux qui s'intéressent à la situation dans son pays de trouver un candidat meilleur. Il n'est pas exclu que le Cameroun le soutienne. Ce n'est pas exclu. Parce que vous voyez, la situation est assez complexe. C'est pour cela que je ne peux pas faire le reproche aux journalistes de ne pas être entré dans le fond. Le débat serait très long. On remonterait même à la période coloniale. On remonterait à la conférence de Berlin sur la répartition territoriale, sur les limites entre les différents pays. Ce serait très long, très lourd, très complexe. Pourquoi ce développement retardé, pourquoi cet attardement, tout cela, ce serait trop long. Il faut trancher sur le vif en ce moment. Nous avons affaire à un chef d'État qui a été renversé et qui se retrouve dans un pays de la même sous-région, c'est-à-dire en Afrique centrale, au Cameroun. Alors la situation est complexe parce que la junte au pouvoir est composée de mouvements politico-militaires. Et ces gens-là ont une caractéristique commune, ils sont tous des musulmans. Ça, on ne le souligne pas assez. La Séléka est d'obédience musulmane. Personne ne veut de ce pouvoir-là. Personne, c'est-à-dire que même pas le Tchad. On a donné 18 mois pour la formation d'un gouvernement de transition et ce n'est pas forcément Michel Djoutoudia qui sera le chef de ce président de transition afin qu'il y ait des élections libres et transparentes. Okay. Cela veut donc dire que la situation est si complexe que personne ne voudrait de militaires à la tête de ce pays et surtout venant de la Séléka. Parce que c'est ça qu'on ne peut pas, ce sont les non-dits de cette rencontre. Pourtant, on a comme l'impression que ce sommet extraordinaire a débouché sur, évidemment, une piste ou un boulevard qui tend à légitimer Michel Djoutoudia dans ses fonctions de président, puisque la mise sur pied d'un conseil de transition qui est composé des membres et de l'opposition, de la société civile et même des rebelles Séléka eux-mêmes, devrait déboucher sur la désignation d'un président. Est-ce qu'on n'avance pas vers la légitimation de Michel Djoutoudia en place? Disons que maître, quelque part, il a peut-être raison, mais seulement nous sommes dans un domaine où la certitude n'est pas absolue, n'est-ce pas? Ce qui se joue en Centrafrique, ce n'est pas forcément le fait qu'on mette Djoutoudia ou autre. Ce sont les intérêts. Ceux qui ont décidé de débarquer Bozizé l'ont débarqué parce qu'ils ont des intérêts en République centrafricaine. Qui sont-ils? Vous voulez parler comme François Bozizé de N'Djamena? Non, attendez. Ou alors de l'Afrique du Sud, comme la presse sud-africaine? Ils se reconnaissent. Mais il faut donc savoir que pour l'instant, ceux-là, le bras séculier, pour servir leurs intérêts, c'est celui qu'ils ont avancé et qui a pris les armes et qui est à la tête de ceux qui ont renversé Bozizé, donc monsieur, je ne sais pas, que maintenant qu'on découvre qu'il est d'obédience islamiste, je sais pas, ça c'est un autre volet du problème qui va être sans doute résolu. Mais pour l'instant, c'est lui, ils se sont servis de lui pour renverser Bozizé. Pauline Poincier? Oui, moi là-dessus, ce que je voudrais dire, parce que je ne vois pas pourquoi on fait comme si on ne savait pas, les étrangers qui se sont toujours intéressés à l'Afrique et à une Afrique particulièrement riche, comme la Centrafrique en diamants, aujourd'hui s'y intéressent encore un peu plus depuis la découverte des mines d'or. Donc je pense qu'aujourd'hui, lorsque le président Bozizé fait appel à la France, il demande clairement, on l'a vu il y a quelques mois,
l'appel au secours François Hollande. François Hollande a dit qu'il ne s'interfère pas dans les affaires centrafricaines. Il l'a dit clairement. Il aurait pu, avec beaucoup plus de diplomatie, dire que non, on a déjà un déploiement au niveau du Mali, donc vraiment essayer de chercher d'autres partenaires pour vous venir en aide. Mais il a clairement tourné le dos. Bon, moi je ne trouve pas répréhensif le fait que l'Afrique du Sud soit venue en aide à un pays sœur. Pourquoi? Pas à un pays frère, excusez-moi. Une nation sœur, un pays frère. Pourquoi? Parce que les Sud-Africains sont une force avec laquelle nous pourrions tous compter. Parce que si on voulait étendre même le contexte CEMAC à l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud aujourd'hui qui serait, à mon avis, capable de nous apporter beaucoup plus depuis que la Libye n'est plus, que le président libyen n'est plus là. Mais l'Afrique du Sud, la presse sud-africaine elle-même ne voit pas le rôle de l'Afrique du Sud dans cette crise comme vous. Je ne vois elle pas. pense que Jacob Zuma, ils ont envoyé un intérêt qui profiterait. Ils ont envoyé l'armée là-bas pour former des Centrafricains. Ici au Cameroun, à plusieurs reprises, moi j'ai vu des hommes qui sont venus former les Camerounais, des Blancs. Personne n'y trouve rien à dire, ni à redire. Alors pourquoi un pays frère qui peut envoyer des gens pour former des gens, on n'est pas forcément des milices rebelles, mais ils sont allés donner un soutien au régime en place pour former les gens, afin que peut-être plus tard, il ne soit plus question d'aller tout le temps faire appel à l'extérieur. Quand vous avez votre problème, si vous avez votre armée qui est bien formée, si vous avez votre police qui est bien formée, que vous puissiez régler vos problèmes sans toujours attendre de l'extérieur. Ils ont donc échoué puisque manifestement... Ils n'ont pas échoué. Vous savez que lorsque vous êtes un pays qui a été une ancienne colonie française, lorsque la France ne veut plus de vous, c'est manifeste, c'est visible. Moi, je ne le souhaite pas pour qui que ce soit, mais vous avez vu dernièrement au Tchad. Vous avez vu au Tchad ce qui s'est passé avec Sarkozy quand il a décidé d'en découdre avec le président Idriss Déby. Ils ont laissé les gens atterrir en hélicoptère et tout. Le palais, on nous annonçait que le palais présidentiel, c'est une question de minutes. Très bien. Mais ce monsieur a pu s'en sortir et c'est là où la France, hypocritement, est revenue comme pour Très bien. protéger. Alors, Suzanne, comment comprendre les rôles et de N'Djamena et de l'Afrique du Sud dans la gestion de cette crise? N'Djamena qui est accusé par M. Bozizé d'être à l'origine de ces malheurs et qui s'affirme aujourd'hui comme un potentiel médiateur qui affirme une sorte de poids dans la sous-région Afrique centrale, puisqu'on l'a vu avec je le ne vais pas sommet et puis répondre le jeu de à l'Afrique votre du question. Sud. Je vais poursuivre mon raisonnement après la discussion parce que je voudrais revenir à l'importance qu'il y a à ce que les journalistes fournissent au grand public le maximum d'informations. Et le débat que nous avons sur ce plateau le prouve. C'est-à-dire, pour le moment, nous faisons des supputations sur le fait éventuellement que Bozizé aurait été lâché par ses amis français parce qu'on veut s'emparer des mines de diamants et d'or. Ce paradigme d'explication ne me semble plus satisfaisant aujourd'hui au regard de ce qui a évolué sur le continent même et je répète, de la déflagration finalement du front libyen et de toutes ces guerres où il y a un trafic d'armes pas possible et où les grandes puissances, les multinationales, n'ont plus le même poids qu'avant. Et que ceux qui aujourd'hui, et je crois que c'est Kofi Annan qui le disait s'agissant de la crise malienne, il disait faisons attention aux seigneurs de la guerre qui maintenant sont en train d'écrire pratiquement la carte politique de l'Afrique. Et ces seigneurs de la guerre ou ces seigneurs de guerre n'ont aucune morale, aucune règle, aucune loi. C'est la prédation. Et il me semble que Djoto Dia et le Sekela ou Seleka, c'est la même chose. Parce qu'il faut se rappeler que Djoto Dia, ça a été un homme de Bozizé. Il a appartenu à la technostructure. Il a même été consul pour la Centrafrique. Donc c'est un homme. Et brusquement, cette islamisation n'est pas quelque chose de tout à fait récent. C'est quelque chose qui est latent et qui a été, si vous voulez, lié à la guerre au Soudan, la pénétration islamiste dans toute cette partie du continent. Alors pour revenir à la question que vous me posiez, à savoir comment les cartes aujourd'hui sont distribuées dans la crise centrafricaine. Moi, je pense qu'il y a une part de déréliction
interne, c'est-à-dire endogène, propre à la Centrafrique, de la façon dont Bozizé a pu gérer ou mal gérer toutes les questions de nationalité. Il y a la pression après la guerre du Soudan et la proclamation de la République du Soudan du Sud. Il y a enfin le jeu d'intérêt maintenant à l'échelle africaine de qui va avoir le leadership. Mais c'est clair que l'Afrique du Sud est dans ce qu'on appelle le BRIC et qu'elle a de toute façon le leadership. Alors qu'est-ce que vient faire le Tchad là-dedans? Est-ce que le Tchad a véritablement un rôle, disons, incitatif ou d'intermédiaire? Je dis oui et non, parce que je n'ai aucun élément qui puisse attester de la collusion avec comment il s'appelle, Idriss Déby avec les rebelles. J'ai rien. Et je voudrais, au contraire, si vous voulez, prendre un peu plus de temps pour enquêter sur les véritables jeux de pouvoir de cette guerre et de la crise africaine. Alors, Claude Tulin, que dites-vous du rôle de l'Afrique du Sud dans cette crise? En rappel, le président sud-africain Jacob Zuma est arrivé à la table des négociations, pour être précis, au sommet de la communauté des États de l'Afrique centrale avec plusieurs ministres. Et en Afrique du Sud, le regard que la presse a semblé porter sur sa présence est loin d'être celle que nous avons écoutée sur ce plateau. On critique ou on accuse Jacob Zuma d'être plus préoccupé par les contrats miniers et au profit des cadres proches de l'ANC. C'est un jeu d'intérêt finalement. Les États n'ont que d'intérêt, ils n'ont pas d'amis. Je suis désolé. Ben oui, mais le président Jacob Zuma est allé au Tchad, il a rempli sa mission. Est-ce que le groupe qui a pris le pouvoir, qui semble avoir pris le pouvoir en République centrafricaine, est-ce qu'on les a admis? On ne les a pas admis. C'était ce que voulait le président Zuma. Et il l'a fait. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que vous me direz qu'il n'a pas réussi? Il a réussi ce qu'il allait faire. Terminé. Le reste, bon, maintenant, ce n'est plus que l'histoire qui va juger. Est-ce que je peux dire un mot à propos... Maître Kengoum, sur la question, sur le rôle de N'Djamena et de Pretoria. Juste à propos oui, je reviens à vous dans un instant, Suzanne. Bien, je commence d'abord par le Tchad. Le Tchad a un double intérêt à s'intéresser à la situation en République centrafricaine. Premièrement, il y a un problème de sécurisation de ses frontières, parce que le territoire centrafricain sert de base arrière aux rebelles tchadiens contre le régime du président Idriss Déby Itno. Deuxièmement, le Tchad est un pays assez singulier sur le plan de la construction de son armée. Jusqu'à une date très récente, il y a moins de 3-4 ans, 85% de l'effectif de l'armée tchadienne était constitué d'officiers. Ça veut dire qu'il y avait plus d'officiers que d'hommes de troupes. Et du coup, cela crée une situation de tension très vive au Tchad. Il n'y a aucun dirigeant de société, aucun responsable qui n'a eu à recevoir la visite de ces militaires qui, aux alentours de 16h, 17h, viennent vous demander de quoi manger. Donc, c'est la raison pour laquelle le Tchad, assez régulièrement, veut être présent sur les théâtres de conflits armés en Afrique. Donc, ça vous permet de comprendre pourquoi, chaque fois qu'il y a conflit armé, ça a commencé en RDC, lorsqu'il y a eu conflit en RDC, quand il fallait protéger le régime du président Kabila contre l'envahissement venu des pays alentours. Bien évidemment, celui qui a eu à envoyer les troupes, c'était le Tchad. Tout à fait. Donc, et l'Afrique du Sud? Bon, l'Afrique du Sud, depuis la fin de l'apartheid, le président Nelson Mandela, sentant en lui qu'il n'avait plus les capacités physiques pour assumer ses fonctions de président et surtout pour réaliser les ambitions qu'il avait pour son pays, a choisi un technocrate qu'on appelait M. Thabo Mbeki. C'est depuis l'époque de Thabo Mbeki qu'on assiste à une présence diplomatico-militaire de la République centrafricaine sur les grands foyers de tension en Afrique. Alors, donc, parler d'intérêt, le Tchad ne produit pas, la Centrafrique ne produit pas le diamant au même niveau que l'Afrique du Sud. Donc, l'Afrique du Sud n'a pas un intérêt économique direct
à intervenir en Centrafrique. Mais lorsque l'occasion lui est donnée de s'affirmer, parce que là, en ce moment, nous assistons à ce qu'on appelle sur le plan de la géostratégie, à une espèce de puissance régionale, d'hégémonie. Donc, en fait, c'est ça. L'Afrique du Sud veut se positionner aujourd'hui un peu comme une puissance régionale. Très bien. Alors, juste un dernier mot. Je peux me permettre de poser une question, s'il vous plaît. Oui, je voudrais, pour revenir un peu rapidement, vous disiez que la presse sud-africaine critique Zuma parce que, pour eux, en fait, Zuma essaye de défendre les intérêts des gens de l'ANC, les intérêts que les gens de l'ANC ont dans les mines d'or et de diamants en Afrique du Sud. On nous pose la question de savoir pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud, le Tchad, voici enfin, sur un continent, des États qui estiment qu'ils doivent jouer un rôle dans la stabilisation de leur continent. On cherche à savoir s'ils ont des intérêts financiers derrière ou politiques. Voici enfin ce que les États doivent faire au nom de l'Union africaine, au nom de l'unité africaine. C'est ce que le Cameroun doit faire. Quand il dit que le Tchad veut sécuriser ses frontières, mais le Cameroun doit aussi sécuriser les siennes, et le Nigeria, et ainsi de suite. Donc, ce que je crois aujourd'hui, c'est que le déploiement des uns et des autres, même s'il y a des arrière-pensées, est un indice de ceci que, bon, personne ne reste plus les mains croisées, attendre que les soldats viennent d'ailleurs pour tuer peut-être les nôtres, mais que les gens essayent d'endiguer la vague islamiste qui est en train de vouloir envahir l'ensemble du continent. Donc ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif, c'est que nous sommes obligés, en tant qu'Africains aujourd'hui, de s'interroger nous-mêmes sur notre capacité à résoudre les problèmes qui se posent à nous. Et que le discours antérieur qu'on avait avant, les États n'ont pas fait, les machins n'ont pas fait, on ne peut plus les avoir. Il y a une obligation pour les Africains d'agir sur leur continent et de produire des nouveaux paradigmes pour expliquer ce qui se passe afin d'avancer. Donc moi, je crois que à quelque chose, malheur est bon. Cette coopération sud-sud. Oui, c'est bien. Alors, Claude Tulin, vous aviez une dernière réaction. On va Oui, sortir du sujet Jean-Claude pour Tulin, évoquer le cas. je peux faire Jean-Claude Tulin. Ok, Jean-Claude Tulin. Je voudrais dire ceci. Quand Maître dit que l'Afrique du Sud voudrait simplement, ne serait-ce que étaler sa puissance naissante en intervenant en République centrafricaine pour prouver que l'Afrique du Sud, il faudrait désormais compter avec l'Afrique du Sud quand il y a des conflits, même internes à l'Afrique. Mais je voudrais quand même m'interroger et me poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud, lorsque le Mali avait été pratiquement scindé en deux, pris par des groupuscules islamistes, Jacob Zuma ne s'est pas empressé d'aller gérer ce problème. Nous avons attendu que la France et le Tchad aillent mettre un terme à cela. Voilà des questionnements qui appellent des réponses précises. De la part... J'ai donné des réponses. Non mais attendez. Je dis bien. Parce que, je le dis parce que c'est la France et le Tchad qui sont allés. Moi, je me serais attendu que l'Afrique du Sud prenne ses responsabilités en tant que puissance africaine, qu'elle n'attende pas que la France aille et que l'on voit François Hollande devenir le sauveur du Mali et qu'il arrive en Mali, qu'il arrive au Mali comme un messie. Moi, j'aurais bien voulu que Jacob Zuma arrive, qu'il arrive à Bamako, qu'il arrive à Tombouctou, accueilli en libérateur. Voilà, vous savez aussi que l'Afrique du Sud a pris position sur la crise. Il ne s'agit pas de prendre position. J'abonde dans le sens de mettre, et je voudrais m'interroger, c'est tout. Je note aussi que le déploiement à la fois multilatéral et même bilatéral autour de certaines zones ou points de tension en Afrique aujourd'hui est toujours sujet à caution. Objet et fait objet de préoccupations sur le continent africain. En tout cas, je propose de sortir rapidement de ce sujet, Maître Kengoum, pour évoquer le cas Iya Mohamed. Le cas Iya Mohamed, c'est vrai, il n'y a aucun rapport avec la République centrafricaine, mais il faut noter que cette semaine, le patron de la Sodecoton s'est vu retirer son passeport alors qu'il se rendait à Paris, à l'aéroport international de Douala. Il est désormais sans passeport. Il a dû
repousser chemin pour se retrouver à Garoua. Oui, on attend la suite. Mais ce qui impressionne, c'est surtout le compte rendu qui a été fait par la presse cette semaine. Pauline Poincier, vous avez, je suppose, parcouru les différentes publications à ce sujet. Est-ce que vous êtes suffisamment... J'ai même fondu une chronique là-dessus. Voilà. Est-ce Donc, que vous êtes suffisamment édifié sur c'est vrai les que les raisons choses... du retrait de ce passeport? Oui, les choses se sont très vite avancées avec le retrait de ce passeport. Moi, je dis c'est tout à fait normal que nous ayons sur place un secteur administratif qui soit là pour voir comment est-ce que sont gérées nos sociétés d'État. Mais lorsque nous avons à la tête d'une structure comme la Sodécoton, un seul et même homme, pendant 29 ans, alors qu'on dit qu'un directeur général de société est censé être là 3 ans, renouvelable 2 fois, j'ai dit il y a problème. Et en ce moment-là, ça me fait un peu peur parce que on rentre dans la refonte même de la nomination des gens. Et on s'est dit, qui a permis cela? Qui a permis que 29 ans, dans une société d'État, une même personne soit toujours là, à la tête, et cumulativement avec des fonctions non moins importantes à la FECAFOOT, parce que les deux affaires, je te le prouverai tout à l'heure, sont liées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit, il n'a même pas tellement volé. Parce que regardez des gens comme le ministre Ababa, à qui on reproche d'avoir volé des milliards en très peu de temps seulement de gestion du ministère des Finances. Lorsqu'on dit que Iya Mohamed n'a volé que 9 milliards, moi j'ai essayé de faire le calcul. Enfin, vous volez? Non. Écoute, moi quand je dis détourner, le terme est un peu terre à terre, mais moi je suis une fille qui a grandi sans éducation. Voilà, j'ai grandi sans éducation, donc je ne sais pas très bien m'exprimer en français, je suis désolée. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on vole seulement 9 milliards en 30 ans. Ça veut dire qu'on a volé combien par an? Quand on regarde des gens qu'on a mis là 6 mois, 1 an, on vient leur reprocher des dizaines et des dizaines de milliards. Mais je dis, c'est la faute aux gens qui ont décidé de laisser à la tête de certaines structures. Une question, Pauline. J'ai parcouru la presse cette semaine. Est-ce que c'est pour cette raison que son passeport a été retiré? Mais monsieur Iya a fait ce qu'on appelle... en fait, il est venu tester. Il a voulu tester un peu la vérité. Parce que, vous savez, ces personnalités sont comme des enfants lorsqu'elles sont dans les problèmes. Je le sais parce que je suis entourée de personnalités qui me sont proches et que j'ai vu parfois pleurer comme des gamines à l'annonce d'un remaniement ou de je ne sais pas quoi. J'ai dit pleurer comme des gamines. Donc ce sont des gens, somme toute, très fragiles. Maintenant, il sait très bien qu'il est interdit de gérer une structure importante pendant 7 ans. Ça veut dire que M. Iya devait même démissionner s'il avait un peu de dignité. C'est-à-dire, au lendemain de l'annonce de cela, en attendant peut-être d'être verni, en attendant peut-être d'apporter des preuves pour dire aux Camerounais, non, ce dont on m'accuse, je n'en suis pas coupable, voilà la preuve, voilà la preuve. Il aurait dû démissionner en bon peul, digne. Parce que c'est quelqu'un que j'ai eu l'heure de rencontrer à 2 reprises pendant que je couvrais des trucs sportifs. Et c'est quelqu'un de très bien, c'est vraiment un vrai peul. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il vient s'avilir, lorsqu'il vient comme ça à Douala, et il allait où? Il allait à une rencontre de coton. Il allait en Europe. Alors, Suzanne, est-ce que finalement le temps des clarifications n'est pas arrivé? On a Iya Mohamed, l'acteur principal, qui est en même temps président de la Fédération camerounaise de football, directeur général de la Sodécoton, et épinglé dans un rapport qui porte la signature du Conseil de discipline budgétaire et financière, mais on a l'impression qu'il y a un rapprochement, il y a un mélange, puisque certains journaux ont semblé d'ailleurs dire, se poser la question de savoir si ce n'était pas la fin des règnes. Est-ce qu'il y a lieu de fondre dans ces confusions? Est-ce qu'on n'a pas finalement le sentiment que la presse mélange? La presse mélange parce que ça l'arrange de mélanger, c'est-à-dire ça l'arrange de créer toute une, comment on appelle ça, tout un Far West, c'est ça, hein, autour du personnage de Iya Mohamed. C'est pas la première fois. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, on l'avait écouté, entendu,
à la police, au CED, plusieurs fois, sur la gestion de la Sodé Coton, c'est ça. On l'avait entendu. Donc l'enquête du Conseil supérieur de l'État avait déjà commencé. Et ensuite, maintenant, l'enquête a établi un certain nombre de fautes de gestion. On dit que ce sont des fautes de gestion. Iya Mohamed aurait pu attendre pour s'expliquer. Il n'était pas obligé. Alors, la rencontre de la Sodé Coton à Paris portait sur quoi? On ne sait pas. Ce que je trouve dommage, c'est la spectacularisation comme ça de ce que l'on suppose être pratiquement déjà des délinquants. C'est-à-dire des affaires qui peuvent se régler avec un peu plus de tact et avec beaucoup de discrétion sont étalées, vendues au public, et c'est ça la presse, exhibées, c'est-à-dire de façon tellement vulgaire qu'on se demande, on ne cherche plus l'information. J'ai lu une chronique d'un journaliste de Mariam, je crois, qui disait qu'il y a une dérive actuelle au niveau de la presse. Le rapport que la Je pense qu'on n'est pas en train de faire le procès de la presse, hein, Eric. C'est le procès de la presse qu'on fait là. Ce n'est pas le procès de Le la presse. rapport Parce que j'ai que la presse l'impression qu'une fois de plus, c'est Vous ce savez, plateau, c'est le procès de la non, presse. le principe de Le rapport l'émission, que la c'est de presse a- commencer par voir le regard que la presse Non, porte sur chacun l'actualité en entrant dans les chacun débats de voit fond. midi Allez-y, à sa Suzanne. porte. Hein. Le rapport que la presse a avec ces faits sensationnels est un rapport que moi je trouve morbide. Parce que c'est de l'exhibitionnisme, on montre tout, on dit tout, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'il y a confusion entre les questionnements autour de la direction de la FECAFOOT et le personnage de Iya Mohamed, qui incarne un des dirigeants de la FECAFOOT, que les gens critiquent? Franchement, j'ai du mal à voir, je ne sais pas. Jean-Claude Tulène. Vous avez fait 2 tours. Bon, disons que j'abonde peut-être dans le sens de Madame la conseillère du Conseil national de la communication pour dire que, et bien évidemment, il y a ce que l'on appelle l'hypermédiatisation des faits qui, en réalité, ne sont que des faits. Pourquoi? Parce que l'on n'avait pas besoin, si vous voulez mon avis, d'abaisser ni d'humilier le directeur général de Sodé Coton, M. Iya Mohamed. Quoi qu'il ait eu 20 fautes de gestion supposées, déclarées par le contrôle supérieur de l'État, quoi qu'il ait, semblerait-il, entre guillemets, dans ces fautes de gestion, qui est un manquement de 9 milliards. Ce n'est pas une raison pour autant, quand il se présente à l'aéroport, pour une sortie éventuelle, même si c'est pour des raisons d'ordre professionnel, que l'on ait procédé de la manière dont l'on a fait au niveau de l'aéroport pour lui retirer son passeport. Parce qu'en réalité, M. Iya Mohamed, dans la République, n'est pas le seul à qui l'on a retiré les passeports. Vous savez très bien que lorsque vous êtes épinglé par le contrôle supérieur de l'État et qu'on vous reproche déjà un manquement au niveau de la gestion du bien public, immédiatement, que vous soyez en poste, que vous ne le soyez pas, ça veut dire que vous êtes déjà dans le viseur. Ça suppose que les services de renseignement, la police, la gendarmerie, tous ils sont sur les dents et ils vous regardent. Vos faits et gestes sont... Mais alors, vous dites une chose de son contraire, là. Laissez-moi terminer, madame. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Allez-y, terminez. Je veux donc dire que M. Iya Mohamed, aujourd'hui, dans la République, n'est pas le seul qui est mis en cause au niveau de la malgouvernance, au niveau des fautes de gestion. Il n'est pas le seul à qui, tous les jours, si vous lisez les médias, on dit que tel a fui, tel est parti, il a fait machin. Ça veut donc dire que ce n'est pas le seul Camerounais à qui on a sans doute interdit de sortir du territoire national. Okay. Si M. Iya Mohamed n'avait pas été à l'aéroport, même s'il avait été à l'aéroport, si le commissaire de l'aéroport ou bien l'officier à qui on avait donné des instructions d'interdire à Iya Mohamed de sortir, si cet officier-là avait agi avec une certaine sérénité et appelé M. Iya Mohamed, monsieur le directeur, venez me voir dans mon bureau. Il l'amène dans son bureau et il lui dit très calmement, vous ne pouvez pas sortir, vous devez rentrer chez vous. Mais vous ne savez pas comment ça s'est passé. Il faut demander. Comment les gens, comment la presse donc a su. Mais la presse a joué son rôle. Ce qui veut donc vous montrer. On a des informations, on a des sources partout. La presse on a des sources partout.
La presse, Contrairement à ce que vous la semblez, presse je camerounaise dis, monsieur dit Iya dans Mohamed, une moi, marque. là où j'ai dit que ça frise la provocation et la Elle ne mauvaise peut pas foi, parler. Suzanne Kalalo, ben, lorsque vous arrachez la parole sur ce plateau, je ne vous interdis pas. Il avait terminé Il a parlé et je me sens interpellée. On n'est pas au marché. Je me sens, on n'est pas au marché, Suzanne, mais tu es la première à arracher la parole. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que monsieur Iya Mohamed, monsieur Iya Mohamed n'avait même pas à se présenter à l'aéroport et voyager. À partir du moment où vous savez que vous êtes encore sous les feux de la rampe et que négativement vous êtes au centre de toute l'attention, surtout que les Camerounais sont des gens qui adorent les histoires de détournement de fonds. S'il vous plaît, permettez que Pauline Poincier lorsque monsieur Iya Mohamed, à Pauline Poincier Et c'est de pas une dire bonne un chose, mot parce qu'il sur- n'avait pas fini. lorsque Je vais lui donner la parole. monsieur Iya Mohamed se présente à l'aéroport international de Douala, non même pas celui de Yaoundé, mais celui de Douala, comme si c'était un fugitif qui trouvait un prétexte pour s'enfuir, le pauvre commissaire de l'aéroport risquait sa casquette. Alors en ce moment, monsieur Iya voulait peut-être voir s'il est réellement dans le viseur, et il l'a vu. Très bien. Alors, Il a vu. vous chutez, Jean-Claude Tulen. Je suis quand même, permettez-moi quand même de m'étonner, Madame Poincier. Vous êtes quand même journaliste, non? Oui, mais je dis Et que vous ne pouvez pas apporter la preuve. Un journaliste, c'est quand même les faits, ce ne sont pas les commentaires. C'est vous qui êtes en train de commenter là. Bien. J'étais donc en train de dire que M. Iya Mohamed, en réalité, il a une casquette que les Camerounais reconnaissent en lui. C'est la casquette du président de la FECAFOOT. Très peu de Camerounais savent même qu'il est directeur de Sodi Coton. Les Camerounais savent que nous avons un président de la FECAFOOT qui s'appelle Iya Mohamed. Nous savons que tous les problèmes que nous avons avec l'équipe nationale et que nous n'avons pas pu aller à des coupes ou bien on ne nous a pas qualifiés, sous ces problèmes-là, les Camerounais savent que c'est En fait, Iya il Mohamed. paye le prix. En fait, l'hypermédiatisation du retrait du passeport de Iya Mohamed, c'est à cause de la casquette qu'il a comme président de la Fédération camerounaise de football. Très bien. Il aurait été peut-être un directeur général lambda que les médias n'auraient pas hypermédiatisé cette affaire. Et je reviens sur Madame Poincier pour lui dire que peut-être que M. Iya Mohamed, se sentant tout puissant parce qu'il est le président de la Fédération camerounaise de football et que la FIFA et compagnie, il s'est dit, je suis intouchable, que j'ai commis 20 fautes de gestion, ça n'empêche que si je dois aller à Paris en Suisse, je peux toujours sortir. Et il est allé, il a testé, comme elle dit. Très bien. Et il s'est planté. Alors, Maître Kengou, est-ce que vous, l'homme des droits que vous êtes, vous trouvez un rapprochement entre ce que Jean-Claude Tulen a qualifié de la désaffection autour du football qui semble véritablement avoir un impact sur le personnage Iya Mohamed? Est-ce que vous voyez un lien avec cette décision, le rapport du Conseil de discipline budgétaire et financière et le retrait du passeport? Bon, en tant qu'homme de droit, je commence par répondre à M. Tulen en revenant légèrement en arrière, qu'un pays ne s'invite jamais dans un autre pays ou dans une crise sans y avoir été invité. Donc l'Afrique du Sud ne pouvait pas se retrouver au Mali si on ne l'invitait pas. S'il vous plaît, c'est une parenthèse. Vous êtes sortis, on ne l'a pas oublié puisque le sujet est toujours d'actualité. Donc on ne se rend pas, on n'intervient pas dans un pays sans y avoir été invité. La parenthèse est fermée. La parenthèse est fermée. S'il vous plaît, Vous permettez, non, écoutez, c'est vous qui faites qu'il revienne, monsieur. Non, ma colonne vertébrale, permettez, ma colonne vertébrale intellectuelle est suffisamment fluide. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Pour que je n'appelle pas, réagir. je vais lui poser la question. Quand Sarkozy est intervenu en Libye, en avait-il été invité? Et je donne la parole à Maître Kengoum. Oui, mais Maître Kengoum, sur la question, qu'est-ce que vous avez à dire? Sur la question, ce que j'ai à dire, il y a eu des comportements des chefs d'État voyous. Donc toute la communauté internationale a décrié. Monsieur Sarkozy s'est comporté comme un voyou. Nous parlons de l'affaire Iya Mohamed. Maintenant, concernant Mohamed. Iya Mohamed, je vous ai dit, je faisais un petit retour en arrière. Maintenant, concernant l'affaire Iya Mohamed, je ne répondrai pas directement à votre question, mais je dirais que cette question soulève deux autres problèmes. Il y a le problème de la gestion juridique de cette affaire et la question de la gestion politique. Sur le plan de la gestion juridique, Iya Mohamed
est un homme assez important et très influent dans ce pays, qui devrait être entouré de conseillers juridiques. Lorsque vous avez des conseillers juridiques, vous leur posez la question, est-ce que je peux poser tel ou tel acte? Ça, c'est d'un. De deux, lorsqu'après que la commission de discipline budgétaire et financière est retenue à son encontre 20 fautes de gestion, il appartenait aux organes compétents, s'il y avait des griefs à formuler contre lui, à lui signifier ou à lui demander à ce qu'il présente normalement son passeport. Dans le retrait du passeport, on n'a pas besoin. Oui, justement, j'appuie votre point. On n'a pas besoin d'attendre qu'il veuille se rendre hors du territoire national pour lui retirer son passeport. Donc c'est la question de gestion juridique. Et ça met même en cause la responsabilité de ceux qui sont en charge de tels dossiers. Parce que ces formes d'humiliation n'ont plus de raison d'être. Maintenant, sur le plan de la gestion politique, je vais vous donner un autre exemple afin que vous compreniez que cette affaire quand même présente une certaine gravité. Un mardi matin, le syndicat du personnel des transports aériens a déposé une plainte contre M. Van Elk, l'ancien directeur général de Cameco, qui, d'une manière directe ou indirecte, nous a fait perdre près de 50 milliards, je dis bien 50 milliards. Il y a un rapport d'un cabinet d'audit, un cabinet d'expertise comptable et d'audit du Cameroun, qui a fait ce travail et qui l'a restitué aux autorités nationales. Ce monsieur, en violant les lois nationales, nous a fait près de 50 milliards. Nous avons déposé notre plainte mardi, puisque je suis l'avocat de ce syndicat. Le vendredi, après qu'une note confidentielle ait été adressée pour dire que ce monsieur était sur le point de quitter le Cameroun, M. Van Elk est parti du Cameroun un vendredi soir avec des sacs bourrés, avec des valises bourrées de ses effets personnels. Il n'a pas été interpellé. Le rapprochement, alors, donc, le rapprochement, c'est quoi? C'est que pourquoi pour un Camerounais qui est toujours avec nous, qu'on connaît être parmi nous, qui doit se rendre à l'étranger, on attend qu'il se retrouve à l'aéroport pour lui retirer son passeport? Je trouve que ce sont des méthodes d'un autre âge. Comme le disait si bien M. Tuilen, cela n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire de l'humilier de la sorte. Il faut que nous revenions à la gestion juridique, qu'on se maintienne. Si nous voulons, il ne suffit pas de l'affirmer. Si nous prétendons être un état de droit, comportons-nous comme des gens qui sont dans un état de droit, tout simplement. Alors, sur la question, Suzanne, je vous redonne la parole. Maintenant, en situant un peu dans son contexte, le contexte de ce retrait de passeport. Vous savez qu'avant le rapport ou dans cette mouvance, il y a eu un veto qui a été brandi par le ministère des Sports et de l'Éducation physique au sujet du renouvellement des organes dirigeants de football camerounais. Il y a ensuite ce rapport du CNBF. Et du coup, la presse a semblé voir une sorte de rapprochement. Est-ce que Iya Mohamed, finalement, ne paye pas le prix de sa gestion du football camerounais? Non, je ne pense pas. Moi, je distingue vraiment deux choses. Le fait qu'en tant que directeur de la Sodécotan, le Conseil supérieur de l'État soit sur son dos, mais pas parce qu'il est directeur de la FECAFOOT, mais pour des tas d'autres raisons qui sont liées à la restructuration de l'actionnariat de Sodécotan. Une parenthèse, certains ont pensé que c'était une manœuvre pour l'empêcher de briguer un nouveau mandat. Non, c'est pour ça que je dis la presse doit investiguer, parce que la Sodécotan que vous voyez là, rappelez-vous qu'il y a toute une histoire. Il y a eu toute une histoire sur, soi-disant, la crise ou la faillite soudaine ou alors la capitalisation. Donc, il faut enquêter sur la redistribution de l'actionnariat au niveau de la Sodécotan et l'indexation de Iya Mohamed en tant que gestionnaire et les fautes de gestion. Pour moi, c'est une chose. L'autre chose est la gestion de la FECAFOOT. Ceux qui voudraient lier le retrait de son passeport au fait que peut-être qu'on ne veut plus qu'il se représente comme président de la FECAFOOT vont un peu vite en besogne. C'est-à-dire, c'est lire dans la mare de café. Et vraiment, pour moi, c'est de la sorcellerie. Ce n'est plus de l'information. L'information, c'est tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe au sein de la Sodécotan et la redistribution, en quelque sorte, des cartes au sein de la Sodécotan. Mais ce que moi, je considère comme répréhensible, c'est le fait qu'à tout moment et à chaque fois qu'on veuille, soi-disant,
assainir, on utilise des méthodes malsaines pour essayer d'incriminer les gens avant même que la justice n'ait statué. Donc, pour moi, les deux affaires ne sont pas liées. Et ça serait vraiment un peu tortueux de penser que les deux choses sont liées. Mais dans l'esprit des journalistes, là, par contre, j'en reviens, et la manière dont, comment vous dites ça, les assimilations sont faites indique bien que pour eux, la déchéance de Iya Mohamed peut-être nous aider à sauver le foot camerounais. Alors, et c'est cet amalgame qui, à mon avis, n'est plus de l'information. Okay. Jean-Claude Tulel, Madame la conseillère du Centre national de la communication. Permettez-moi, Madame la conseillère, de vous dire que pour une fois, vous tapez à côté. Parce que Iya Mohamed incarne le football camerounais depuis plus d'une décennie. Iya Mohamed, c'est celui dont l'opinion retient qu'il a tout fait pour que le football camerounais soit en faillite. Iya Mohamed, c'est celui qui porte la croix du football camerounais aujourd'hui. Iya Mohamed, vous tendez le micro à un enfant de 10 ans, vous lui dites que l'Afrique foot, il va vous dire Iya Mohamed. Vous lui dites l'équipe nationale de Lions indomptable, il va vous dire que Iya Mohamed nous a mis là où nous ne devions pas être. Nous sommes partis de la 30e place pour nous retrouver. Même les pays que nous ne pouvons pas soupçonner viennent nous battre chez nous. Ça, c'est le péché de Iya Mohamed. Il faudrait donc que ça se sache. Maintenant, la transversalité, moi je n'aime pas beaucoup la transversalité. Mais c'est le sport national de tous les Camerounais. Comme Iya Mohamed a commis 20 fautes de gestion, tout le monde vous dira que c'est parce qu'on veut le débarquer de l'Afrique Foot qu'on lui a trouvé 20 fautes de gestion. C'est parce qu'on veut le débarquer, on ne voudrait plus qu'il soit présent à Africa Foot, qu'on a inventé 9 milliards pour mettre sur son dos. Ça, c'est la transversalité. En réalité, les fautes de gestion de Iya Mohamed, les 9 milliards, les casseroles que Iya Mohamed traîne à ce de coton n'ont rien à voir avec les problèmes de l'Africa Foot. C'est ce que j'ai dit. Et les Camerounais veulent plus de Iya Mohamed comme président de l'Africa Foot. Donnez-lui ce de coton, qu'il fasse encore 100 ans à ce de coton. Ce n'est pas le problème des Camerounais aujourd'hui là. Leur problème, c'est que Iya Mohamed doit partir de l'Africa Foot. Si Iya Mohamed prenait la parole, lorsqu'on lui a imputé les 20 fautes de gestion et les 9 milliards, en bon pèle, comme elle a dit, il disait que moi, les affaires du football camerounais, je m'en lave les mains comme Ponce Pilate. Je ne suis plus là-dedans. Je ne suis plus président de l'Africa Foot. Même l'hypermédiatisation, même son passeport, je ne pense pas qu'on l'aurait humilié à l'aéroport. Vous comprenez ce que je dis? Très bien. Alors, voilà le problème de Iya Mohamed. Est-ce que ces fautes de gestion, est-ce que, je veux dire, ce rapport du Conseil de discipline budgétaire et financière peut avoir un impact quelconque sur sa posture et sa gouvernance de l'instance gestionnaire du football camerounais? Sur le plan juridique, je vous réponds tout de suite non. Et je vous réponds et j'ajoute ceci, la commission de discipline budgétaire et financière, à la suite de la présentation de son rapport, cela ne peut pas avoir pour conséquence directe le retrait du passeport. Il faut que l'État saisisse les organes judiciaires. C'est à partir de ce moment que le ministère public peut demander ou peut ordonner le retrait de son passeport. Or, tel semble n'avoir pas été le cas parce que les délais ont été si courts que je me demande si son dossier a été transmis devant les tribunaux. D'où, pour moi, la thèse d'une décision politique. Donc, ce n'est pas par voie judiciaire que son passeport a été retiré. Ce n'est pas à la suite d'une plainte de l'État contre M. Iya Mohamed ou de la Sodecoton. C'est à la suite de ce conseil de discipline, de cette commission de discipline budgétaire financière. Donc nous sommes vraiment dans le volet politique, nous ne sommes pas dans le volet juridique. Et je peux d'ailleurs vous dire que ces genres de situations sont souvent les actes posés par les collaborateurs, par certains collaborateurs du chef de l'État qui veulent contrarier sa gestion du pays. Parce que, voyez-vous, cette affaire, il est très important que j'essaie de le dire, le chef de l'État
quoi qu'on en pense, quoi qu'on dise de lui, c'est un légaliste. C'est un homme qui respecte la loi. Les journaux se sont répandus dans cette affaire depuis plusieurs années pour dire il y a Mohamed à noyauté, il a un groupe, une équipe autour de lui. Écoutez, parmi ces équipes, je peux vous citer un ou deux noms. Il y a M. John Begedite, qui était ministre des Transports, qui est un membre du bureau politique du comité central du RDPC, qui est une grosse élite du Nord-Ouest, qui est l'un des soutiens de M. Iya Mohamed. Pensez-vous que si le chef de l'État voulait utiliser des méthodes assez souterraines pour faire tomber cet homme comme président de la FECAFOOT, mais il l'aurait fait depuis des années. Il aurait suffi de rassembler ou d'appeler individuellement chacun de ces gens et dire « lâchez-le ». Si cela vient du sommet de l'État, ils vont le lâcher. Ça l'a pris. Maintenant, donc, lorsque vous revenez... Sortir, Maître Kangoum. Non, justement, je suis en train de sortir. Oui, sortir. Donc, je suis en train de dire que Vox Populi, ce n'est pas forcément Vox Dei. La voix du peuple n'est pas forcément la voix de la justice. Non, ce n'est pas ça. Donc, moi, je suis et je maintiens que cette affaire est une affaire parallèle. Mais seulement, on peut la gérer politiquement. Très bien. Bien, Maître Kangoum. On l'a retenu. Mais vous voulez l'éclairage. Je suis le juriste. Maître Kangoum, on n'a pas tout le temps. Il nous reste une dizaine de minutes. Vous avez fait 3 tours de table sans me donner la parole. Et pour une fois, quand je l'ai, vous ne faites que m'arracher la parole. Il vous reste 30 secondes. Je vous accorde encore 30 secondes. J'ai dit pour ceux qui gèrent dans le dossier de Sceaux de Coton, on ne peut pas exclure l'hypothèse qu'ils aient voulu mettre M. Iya Mohamed en difficulté par rapport à la FECAFOOT. Ce sont des hypothèses. Mais sur le plan juridique, rien ne permet d'affirmer que le retrait de son passeport ou les décisions ou les sanctions retenues contre lui aient un rapport direct avec la FECAFOOT. Ok, donc il faut bien faire le parallèle entre l'aspect politique et l'aspect juridique de cette crise. Suzanne, un dernier mot en 30 secondes et nous sortons du sujet. Il ne faut pas prendre la FECAFOOT comme l'épouvantail que l'on agite pour expliquer n'importe quelle situation. Et je pense qu'il faut que les journalistes, nous fassions une investigation sur la Sodécoton. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Sodécoton est une société qui travaille le coton. Et vous savez très bien quels sont les enjeux actuels qu'il y a dans l'actionnariat et la recapitalisation de la Sodécoton. Très bien, donc merci. Yann Mohamed peut être l'objet, moi je ne parle pas de politique, mais de règlement de compte. Très bien. Parce que merci. Et pour parler de capitalisation, je note que l'État du Cameroun détient 59% dans le capital de la Sodécoton, Géocoton 30%. Alors... je vous permets de dire un mot sur le dernier sujet avant de sortir. Il nous reste moins de 10 minutes. C'est une actualité que vous avez suivie avec attention, Pauline Poincier, sur le pont sur le Vouri. Un vrai sujet de société, mais qui pose quand même de vrais problèmes, peut-être de gouvernance aussi. C'est ce véhicule jaune, un taxi, qui s'est retrouvé dans les eaux du Vouri. Et il a fallu au moins 24 heures, voire plus, pour que les équipes se déploient, partent du sud-ouest d'une région voisine pour intervenir et extraire ces véhicules des eaux du Vouri. Comment avez-vous vécu cette scène qui a été plutôt spectaculaire cette semaine à Douala? Oui, c'était spectaculaire. Bon, même comme les versions divergent un tout petit peu, d'un coup, c'est parce qu'ils ont sorti un seul corps qu'on a voulu maintenant raconter que Equinox, notamment, est parti parler de 6 corps. Or, moi, j'ai essayé d'investiguer par-ci, par-là. Equinox a parlé... Oui, Equinox a annoncé qu'il semblerait qu'il y avait 6 personnes à bord. Mais après, lorsque le préfet est parti et qu'on a équipé un seul corps du taxi, moi, j'ai suivi des gens au quartier. Donc, raconter, parce que c'est au quartier que nous, on va suivre ce qui se passe. Et même là, au moment où je vais te parler de ce que j'entends au quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il paraît qu'il y a des Bayamsilam qui sont allés faire leurs courses au marché Sandaga. Ça, les journaux l'ont relayé. Voilà. Mais je tiens à vous préciser quand même que nous avons suivi cette information avec la stricte attention. Et nous avons rencontré des acteurs sur le pont, sur le Vouri, oui, mais si, le matin de dimanche, qui ont dit c'était encore des supputations. Donc, vous ne pouvez pas attribuer l'information sur le nombre exact de personnes qui se trouvaient à bord. Voilà, moi j'ai eu un autre monsieur, pas plus tard qu'hier, qui prétend être l'ami d'un taximan et que ce taximan affirme formellement
avoir passé une soirée de virée la veille de ce malheur avec le chauffeur. Donc il prétend qu'il serait allé boire des alcools et tout, et qu'il était étonné d'apprendre que son ami a encore pris le travail très tôt pour aller porter des gens. J'ai dit, quelque part, je ne suis pas d'accord parce que même si on porte 8 personnes, même si on porte 1000 tonnes sur la toiture, on ne peut pas filer vite au point d'aller quand même tomber dans l'ouvrier. Sauf si, effectivement, on est sous, moi j'en sais rien. Mais à quelle vitesse file-t-on quand on a à bord des cajots de tomates, la toiture surchargée, la balle arrière surchargée? Non, rentrons maintenant dans la mystique, rentrons maintenant dans les trucs qui sont réels, qu'on ne veut pas accepter, mais qui existent. Moi j'ai dit, moi je suis chrétienne, mais je n'irai jamais dire que le diable n'existe pas, puisque le Christ est venu nous dire qu'il est là, parce que le diable existe. Donc, les doigts là, comme la plupart des côtiers, moi je suis côtière de par ma mère, on sait que lorsqu'un pont est en gestation, ou lorsqu'un pont va être innové, ou quelque chose comme ça, on donne des sacrifices dans l'eau. Est-ce que ces gens-là qui sont morts seraient morts en guise de sacrifice? Maintenant, est-ce que les présumés sacrifiés, si ma thèse pouvait quelque part être étayée, est-ce que ces gens qui ne sont pas pour ce qu'on a pu voir, des côtiers, est-ce qu'on sacrifie une personne d'autrui? Moi, je dis, voilà ce qui se dit au quartier, que comme Biya va venir maintenant pour le truc de la pose de la première pierre, voilà que le Vouri commence à demander à manger. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a de tels accidents sur le pont, sur le Vouri. Non, ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Je me souviens très bien, il y en a eu. Il y a eu d'ailleurs des cas de suicide sur ce pont. Non, les suicides, c'est différent. Est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question autrement? Le deuxième pont sur Edea, quand on faisait le deuxième pont, on a eu la même chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser de vraies questions sur l'état de ce pont? Parce que lorsque vous le traversez, vous observez très bien qu'il y a des montures qui ont disparu depuis... Là, vous n'êtes pas en train de poser une question, vous êtes en train de donner votre point de vue. Non, je pose la question en appuyant avec quelques arguments. Lorsque vous traversez le pont sur le Vouri et vous observez qu'il y a des espaces vides de part et d'autre sur ce pont. Non, ce n'est pas une question que vous posez. Alors, est-ce que ce n'est pas des questions de fond qu'on pourrait soulever? On pourrait s'appuyer peut-être, c'est pour poser l'équation de l'angle. Oui, ce sont mes questions, ce ne sont pas les miennes. Mais je voudrais revenir sur la question même du traitement. Ce que vient de faire Pauline est l'exemple type de ce que l'on n'a pas à faire en tant que journaliste. On peut avoir des convictions religieuses, des croyances, mais pour traiter d'un événement, on peut interpréter dans un commentaire électronique. J'ai dit ce que le quartier dit. Mais pour traiter un dit événement, ce que le quartier dit, et l'homme de la rue, dans les croyances ou dans les cosmogonies. De deux, la difficulté quand on n'a pas assisté soi-même à un événement, c'est la qualité des sources qui vont nous donner l'information. Et on sait que la rumeur populaire ou les 1001 témoignages, parfois les gens disent moins ce qu'ils ont vu que ce qu'ils croient avoir vu et en fonction de leurs convictions. Donc je crois qu'il faut faire attention à ça. L'accident sur le Vouri, maintenant, on peut se poser des questions, voir toutes les hypothèses. Pourquoi est-ce que ça a pu avoir lieu? Et là, vous pouvez avoir raison si vous énoncez l'infrastructure, l'état de l'ouvrage, c'est-à-dire l'absence de, comment vous les appelez, les barrières qui empêchent, etc. Mais non, ça peut être aussi lié à la manière dont le gars conduisait, puisque toutes les voitures qui traversent le pont ne tombent pas de l'autre côté. Ça peut être aussi, peut-être qu'il y a eu un accident. Bref, il y a beaucoup de... Et ça peut aussi être vos djingos. Il y a beaucoup d'hypothèses qui, à mon sens, objectives et parfaitement vérifiables, sur lesquelles le journaliste doit d'abord s'appuyer pour éventuellement après donner son explication à partir de ses propres Très bien. Il nous reste 3 minutes. Alors Jean-Claude Tulel, je vais vous donner la parole sur cette actualité. Il a fallu beaucoup de temps pour voir nos forces de la marine se déployer. Ils sont partis de Limbé. Le véhicule s'est retrouvé dans les eaux dimanche matin et c'est seulement lundi après-midi qu'on a pu l'extraire. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Pourquoi vous trouvez le problème? Disons que c'est un incident malheureux qu'il faut déplorer parce qu'il y a mort d'homme. Mais de là à dire que les services d'intervention, vous savez, dans tous les pays du monde, on appelle parfois d'autres compagnies pour venir. Quand ça se passe par exemple à Bordeaux, vous entendez que certains sont partis de Marseille, d'autres sont partis de... Donc en fait, ce qui est important, c'est de savoir si la capacité
de mobilisation de ces personnes-là, quel que soit de ces services d'intervention, quel que soit le lieu où ils se trouvent? Est-ce qu'ils sont capables d'intervenir, de partir de Limbe, d'arriver à temps et d'intervenir? C'est ça que nous devons retenir. Il ne s'agit pas de dire que les secours sont partis de Limbe. Ce sont des renforts. Et ça se fait partout, dans tous les pays du monde. Maintenant, s'agissant de la vestuté de ce pont, je crois savoir que nous sommes en train, dans notre pays, en train de voir dans quelle mesure on peut lancer un deuxième pont. Peut-être que ce sera peut-être la solution. C'est peut-être la solution. Mais la question c'est peut-être la solution. Du sécurisme et de l'intervention rapide, certains soutiennent qu'on aurait pu sauver. Il n'y en a pas à Douala. Il n'y en a pas à Douala. Moi, c'est ce que je crois. À Douala, une Le capitale taxi était déjà dans l'eau, économique. c'est-à-dire que même s'il y avait eu une intervention rapide, les gars étaient déjà dans l'eau, donc ils étaient déjà noyés. Mais Douala Parce a qu'il même il une fallait rivière. Est-ce même qu'il y a de pas Douala, eu- il fallait Oui, mais il y a quand même des gens Vous allez de finir coin votre qui ont émission sans me laisser on a la sauvé parole. Je quelqu'un. sais pas Parce pourquoi que vous ce me que vous ne dites. dites pas ici, il y a une personne qui a été sauvée in extremis. C'était un monsieur qui faisait du sport. Et lorsque le taxi l'a percuté, il est rentré dans l'eau. Il savait nager et lorsqu'il a montré des mains comme ça, il y a des pêcheurs qui l'ont sorti. Merci. Les gens de Douala n'ont pas réagi. Maître Kengo. Oui, ce que je peux vous dire, au-delà de toutes les considérations, à savoir pourquoi y a-t-il un seul pont, est-ce que ce pont est entretenu? Pour moi, il y a deux questions essentielles par rapport à cette affaire. Le premier problème, c'est l'incivisme de beaucoup de conducteurs, au premier rang desquels on trouve les taximens. Si les gens s'alignaient, les deux rangées, comme ça se fait en ce moment, il n'y aurait pas d'embouteillage durable sur le pont. Ils sont d'un incivisme notoire. Ils prennent des risques inconsidérés, inacceptables. Voilà la première cause dans cette affaire. Il faut donc pointer du doigt le véritable problème. Le deuxième problème est d'ordre juridique, les conséquences pour les finances nationales. Alors, j'avais déjà préconisé, et je vous le répète ici, un État doit se faire protéger. Il y a des compagnies d'assurance. Ce véhicule qui s'est mal comporté, il était en 3e position, et qui a détruit un ouvrage d'art, l'État doit se faire indemniser par la compagnie d'assurance de ce monsieur. Alors, après avoir repêché le corps, il faut prendre les plaques d'assurance, les plaques d'immatriculation pour savoir quelle était sa compagnie. Parce que ce n'est pas le budget national qui doit continuer à entretenir ces dégâts qui sont causés par des gens assurés. Donc, pour moi, d'un côté, il y a le problème d'incivisme des conducteurs, dans les taxis, et ensuite, il y a le problème de la réparation des ouvrages d'art nationaux détruits par les mauvais comportements des conducteurs qui sont assurés. Est-ce qu'il n'y a pas lieu au moins d'assurer la matérialisation de ce pont? Oui, à chaque il y aura même, on peut se débrouiller même déjà avec ce qu'on a. C'est un problème beaucoup plus grave. Quant aux interventions, on ne peut pas faire le reproche à ceux qui ont eu à intervenir. Il y a des interventions qui durent parfois 1 mois d'affilée. Alors là, ce sont des gens qui étaient déjà considérés comme morts, donc disparus, dont une réaction spontanée, immédiate, ne pouvait pas sauver. D'intervention dans une ville comme Douala. Oui, mais il y a plusieurs types d'interventions. Ça, c'est une intervention sur le plan d'eau. C'est au niveau du port. Est-ce que le port a besoin de ce type de matériel pour renflouer un taxi qui tombe à l'eau? Ils ont certainement d'autres mécanismes, d'autres matériels pour les navires et ceux qui travaillent à bord des navires. Merci, Maître Kengoum. Qu'est-ce qu'on retient? Nous retenons qu'une intervention a été faite. Elle a été faite. Cette intervention s'est passée dans les normes. Que tout s'est bien passé. Conclure l'émission. L'émission est terminée. Merci pour vos différentes analyses et vos éclairages. Mesdames, Messieurs, merci pour votre très aimable attention. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dimanche prochain lorsqu'il sera 12h. Excellente fin de journée à tous. Au revoir.